C'est pas du tout facile de prendre la parole juste après Yasmina et Salah, qui ont pratiquement tout dit. Euh, mais bon, je vais vous épargner encore une torture sur le digital, malgré le fait qu'on dise que bon, les DSI, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, mais pas le rôle et l'unique rôle. Et c'est pour ça que sur notre roll-up, il est bien écrit au-delà du digital, beyond digital. Et donc, voilà, ce qu'on fait à l'OSIM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'association qui a été fondée il y a 25 ans par un certain nombre d'entreprises qui sont dans le bancaire, l'assurance, l'industrie, etc., etc., les universités, l'éducation. Donc nous sommes comme ça 80 adhérents au sein de l'OSIM et ces entreprises-là, elles sont représentées par leur DSI, leur directeur des systèmes d'information, qui phosphore sur tous les sujets d'ordre technologique, innovation, IT, mais aussi digital, hein, parce que bon, il y a bien évidemment une composante digitale dans tout ce qui est innovation, transformation digitale. Mais mon sujet, il traitera surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui les organisations exponentielles. Je mène actuellement une recherche sur ce volet-là et donc je voulais partager avec vous. C'est là peut-être la troisième fois que je partage le sujet dans un établissement qui est super concerné parce que l'établissement il est concerné parce que c'est là où on produit de la matière grise, où on façonne de la matière grise, où on hack de la matière grise. Je veux dire hacker, par le terme hacker, je veux dire du white hacking, c'est-à-dire qu'on est capable d'orienter, de métamorphoser, de fabriquer, comme ça, entre guillemets, on va en parler quand on parlera de l'intelligence artificielle. Donc justement, des générations à venir, générations de demain qui doivent avoir un autre mindset, le mindset qui a fait que WhatsApp, avec 55 salariés, fait 25 milliards de dollars de valorisation et que PSA, comme le disait Salah, PSA fait 12 milliards de valorisation, donc la moitié de la valorisation de WhatsApp. Sauf que WhatsApp, elle fait 55 salariés, PSA fait 150 000 salariés et ils ont été inventés, PSA, en 1810. Voilà. Alors, Exponential Organization, on va en parler. Exponential Organizations, on va en parler surtout aujourd'hui, devant cette assistance jeune, c'est pour que, si jamais on peut récupérer dans cette assistance 3 ou 4 ou 5 startups avec un autre mindset, le mindset de la Silicon Valley, pour adresser de grandes problématiques liées au financement, à l'innovation ou à l'acquisition des assets, des actifs, on aura tout gagné de cette matinée-là et de cette journée. Et on serait super content et on serait encore hyper content malgré les 600 km qu'on a fait venant de Casa. Je remercie au passage Salah, Yasmina et les DSI, Senor Denrodab qui nous a aussi honoré de sa présence. On sera hyper content. Donc je disais, si on récupère 3 ou 4 startups demain qui vont se créer autour de l'innovation et qui vont peut-être utiliser 1 à 2 idées de ce que je vais présenter sur les entreprises exponentielles. Et je vous demande vivement de me challenger lors de la séance des questions-réponses pour que, voilà, ensemble, on va phosphorer et voilà, qu'il y ait en fait, qu'on laisse une empreinte et quelque chose d'utile et qu'on ne serait pas venu juste pour passer les payages d'Yal Qnetra et d'Yal Fès et prendre peut-être une tasse de café et revenir bredouille cet après-midi. Alors, je vais vous présenter 3 grandes, ce qu'on appelle les insights. Je suis désolé, ma présentation elle est en anglais et je vous recommande vivement à ce que vous preniez cet entraînement de faire des présentations en anglais, voire carrément les faire en anglais. Ça sera mes présentations 2.0, mais bon, pour un petit peu faciliter la communication, je préfère aujourd'hui avoir des slides en anglais et puis utiliser la langue de Molière pour vous faire parvenir mes messages. Alors, 3 grands insights, hein. Insight veut dire préoccupation. Et la première préoccupation, c'est la chute des coûts. Vous êtes tous aujourd'hui dotés de smartphones, vous êtes tous aujourd'hui dotés de laptops chez vous. Vous en avez peut-être même plus. Hein. On se trimballe avec plusieurs laptops, plusieurs smartphones. Et si aujourd'hui, peut-être notre présentation elle sera sur YouTube aujourd'hui soir ou demain, c'est grâce à la technologie et grâce à la chute des coûts. Alors, à la base de la chute des coûts,
et je crois que dans vos cours, vous avez forcément, sûrement entendu parler de Gordon Moore. Donc Gordon Moore, en 1968, il va fonder Intel. Intel Inside, c'est le coprocesseur, enfin, c'est le microprocesseur qui équipe vos laptops et vos ordinateurs et les serveurs. Aujourd'hui, c'est 90 et quelques % des serveurs et de tous les ordinateurs du monde sont équipés Intel. Donc Gordon Moore, Andy Grove et un autre associé à eux, ils ont créé Intel. Et Gordon Moore, déjà, dans les années 70, il a fait une prédiction comme ça, une prémonition. Il s'est dit que le coût des processeurs et la performance des processeurs, elle va doubler tous les 2 ans. Après, il a repris ça en 18 mois, tout en restant à performance égale. Et c'est pour ça que aujourd'hui, si vous décidez d'acheter un laptop, dans 2 ans, vous allez l'acheter au double de la performance au même prix. C'est comme si on a divisé le prix par 2. Ça, c'était Gordon Moore dans les années 70. Viendra plus tard quelqu'un on va dire, un génie de la Silicon Valley, et c'est le bonhomme qui est juste là, Raymond Kurzweil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, googlez-le. Raymond Kurzweil est l'ingénieur en chef de Google. Il a 70 et quelques, 72 ans, 73 ans. C'est l'ingénieur en chef de Google. Il a fait une vingtaine d'inventions dans la Silicon Valley. Il est à la base de tout ce qui est OCR, tout ce qui est scanning. Il est à la base de plein d'inventions. Il a été primé par, comme ça, doctorat honorifique par une vingtaine d'universités. Il a été décoré par les 3 présidents américains, les 3 derniers présidents américains. C'est pratiquement un dieu dans la Silicon Valley. Pour revenir à ce qu'il a fait, l'étude que vous voyez là, la courbe, c'est sa recherche. Et il dit quoi? Il va extrapoler la loi de Gordon Moore. Et il prend un certain nombre de domaines de connaissances et d'activités, on va dire l'éducation, la santé, l'agriculture, le food, enfin l'alimentation, le transport, le spatial, etc., etc. Il va prendre une dizaine de domaines et d'activités. Il va essayer d'évaluer la performance de ces domaines. Il en tire quoi? Il en tire que depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la date où il a fait la release de son étude, il trouve que ces domaines-là, à chaque fois qu'on les a dotés de technologies, et qu'on a doté ces technologies on va dire, un attribut donné, data, c'est-à-dire vous prenez un IRM ou un scanner dans la médecine, vous le dotez d'une capacité qu'il puisse parler, qu'il puisse vous livrer de la donnée, qu'il puisse vous livrer de l'information, et que cette information, elle est exploitable. Il a trouvé que ces domaines-là ont doublé de performance tous les ans. Vous voyez que c'est une courbe majestueuse croissante entre 1900 et aujourd'hui, qui n'a jamais été perturbée, ni par la guerre 14-18, ni par la Deuxième Guerre mondiale, ni par les différentes récessions, ni par les crises financières de 1929, ni par la crise du pétrole de 1970, 73, ni par les guerres de l'Irak, l'Afghanistan, la chute des tours jumelles, etc., etc. Vous voyez que c'est une courbe imperturbable. C'est-à-dire que ces domaines-là ont continué d'évoluer, de surperformer, de doubler en performance en suivant une courbe. Et ça continue, on va en parler tout à l'heure, plein d'innovations, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous utilisons tous la technologie des smartphones, des laptops, et on a parlé de Netflix, etc., etc. C'est grâce à cette courbe majestueuse. Alors, pour vous donner un aperçu sur cette chute des coûts, vous savez, quand vous achetez une voiture, une des premières questions que vous allez poser, c'est sur la capacité DIN ou chevaux DIN de la voiture. On achète une voiture, elle est dotée de 120 chevaux DIN ou 200 chevaux DIN, 300 chevaux DIN. En technologie, on mesure ça grâce aux gigaflops. Gigaflops, giga, c'est 1 milliard. Et flop, c'est floating operating points per second. C'est-à-dire que c'est en milliards d'opérations en virgule flottantes par seconde. Tout équipement est doté d'une certaine capacité. Un big ordinateur va avoir une très big, on va dire, capacité de traitement si on le compare à un petit ordinateur ou un petit laptop. Et pour vous donner une idée sur justement le coût du gigaflops, un gigaflops, en 1961, le gigaflops coûtait 8,3 milliards de dollars.
Et aujourd'hui, il coûte 8 cents. C'est le chiffre de 2015. Le gigaflops coûte 8 cents. Je vous donne un autre exemple, plus illustratif. Vous avez tous des smartphones entre les mains, des Samsung, des Nokia, des iPhones, que sais-je. Alors, l'iPhone 8 est doté de 150 gigaflops. Vous l'achetez aujourd'hui à 1000 dollars. Supposons que vous tombez sur une machine pour remonter le temps. 1984, par exemple. C'était juste hier, pour nous. 1984, c'était les JO de Los Angeles et les 2 médailles à Weta et Nawal Moutiaoukil. C'était juste hier, hein, on s'en rappelle. Vous tombez sur une machine pour remonter le temps. 1984, votre iPhone coûterait 5 milliards de dollars. C'est incroyable. C'est 5 milliards de dollars. Alors, vous voyez, la chute des coûts, elle est vertigineuse versus 1000 dollars. Vous pouvez l'acquérir aujourd'hui à encore moins que 1000 dollars. Alors, cet exemple, je peux vous le donner sur plein d'équipements. Les imprimantes 3D, on en entend aujourd'hui parler. Hein, vous avez des imprimantes dans le commerce 3D qui coûtent 300-400 dollars. Vous avez une idée quand est-ce qu'on a inventé la première imprimante 3D? Il y a 30 ans. On a inventé la première imprimante de 3D il y a 30 ans. Et il coûtait 300 000 dollars. Aujourd'hui, vous pouvez en avoir à 300-400 dollars. Des exemples comme ça, il y en a 36 000. Les robots, quand on parle de robots, c'est la science-fiction, on n'en a jamais vu. Les robots coûtaient, déjà en 2008, quelque chose moyenne 500 000 dollars. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver dans le commerce à 22 000 dollars. Vous avez des robots magnifiques en termes, on va dire, d'utilisation. Le robot Baxter, par exemple, c'est un robot open source. C'est-à-dire que, généralement, on achetait un robot, il était déjà prédestiné à faire un certain nombre de tâches. Baxter, aujourd'hui, vous le programmez vous-même. Et comment on le programme? C'est intuitif. Vous le prenez, vous lui positionnez les bras et tous les composants pour qu'il fasse une certaine tâche. Je ne sais pas, par exemple, je vais prendre cet indicateur laser, je lui prends le bras, je lui fais prendre l'indicateur laser et le poser sur la table. Et vous validez. Et c'est comme ça que vous avez programmé donc un geste. Ce qui fait que aujourd'hui Baxter Open Source, il peut faire une infinité on va dire, de mouvements ou d'activités ou d'actions que vous allez programmer. Donc ça, c'était sur les robots. Sur les drones, la même chose. On parlera des drones tout à l'heure avec aussi des drones open source, etc., etc. Le solaire, et donc là, je salue le grand virage qu'a pris notre pays pour aller dans le solaire. Vous savez, je vais vous donner un indicateur. Vous savez que tout ce que reçoit la planète Terre en 1 heure en termes d'énergie solaire, on n'en consomme que 80% en 1 an. C'est-à-dire que ce que reçoit la Terre en 50 minutes comme énergie solaire, c'est notre consommation annuelle en énergie et toute source d'énergie comprise. Ça peut être du solaire, du brin, du pétrole, de l'essence, du gaz, tout ce qu'on veut, du charbon, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on consomme en 1 an, toute l'humanité, les sociétés, les entreprises, tout, c'est l'équivalent de 50 minutes solaires captées par la Terre. Et donc vous voyez pourquoi est-ce que, là vous comprenez pourquoi est-ce qu'on est allé sur le solaire. Le Maroc aujourd'hui détient la deuxième plus grande installation et station d'énergie solaire dans le monde. Nous sommes tout juste derrière les Indiens, mais on va les dépasser et on vient de dépasser la big station californienne avec le projet Nord 2. Donc voilà, on peut dire tout ça en fait en termes de chute des coûts. Les lidars, en fait, ce sont les lasers radars qui sont à la base de la voiture connectée. Dans le temps, ça coûtait 20 000 dollars le laser en 2009. Aujourd'hui, ça coûte 79 dollars, le prix de 2016. Donc voilà pour la chute des coûts. Et voilà, vous comprenez un tout petit chouïa, et ça va venir, et ça sera un prélude pour les autres chapitres qui viennent. Vous comprenez un peu pourquoi est-ce qu'on vit une grande explosion technologique
innovation en data, en information aujourd'hui. Deuxième grand insight, deuxième grande préoccupation, c'est en fait ce sentiment qu'on vit aujourd'hui que on vit dans la rareté. Alors que, au contraire, si on se projette un peu sur les 500 000 ans vécus, vous allez voir dans la slide qui vient que nos indicateurs de vie, de qualité de vie, aujourd'hui, sont 10 000 fois meilleurs que ce qu'on ne vivait juste il y a 2 ou 3 siècles. Alors, il y a un bouquin que je vous recommande de lire et dont Bill Clinton disait que c'est l'un des 2 bouquins qui l'ont le plus impacté. Le bouquin s'appelle Abundance, The Future is Better Than You Think, et c'est l'œuvre de Peter Diamandis. Et Peter Diamandis, c'est on va dire, c'est un innovateur, c'est un serial entrepreneur. Le gars, il est parti dans l'espace à 2 reprises, il veut réinventer le monde. Il a lancé avec Ray Kurzweil l'université singulière. Et l'université singulière, c'est une université qui a été créée à Silicon Valley et dont les partenaires ne sont autres que Google, Yahoo, Tesla, la NASA, etc., etc., quelques big names de ce monde. Et la particularité de l'université singulière, c'est qu'elle n'est pas homologuée par l'État américain. Mais ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réinventer le monde. Les programmes sur lesquels ils travaillent, ce sont les programmes qui vont réinventer le monde et assurer une qualité meilleure de vie dans les prochaines années. Leur devise, c'est impacter 1 milliard d'habitants sur Terre sur les prochaines années. Un des projets, par exemple, sur lesquels travaille un des étudiants de l'université singulière. Ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle les nanosatellites. Et donc, dans très peu d'années, dans 2-3 ans, dans le court terme, vous allez avoir la Terre qui va être entourée par des nanosatellites et qui peut filmer tout ce qui se passe sur Terre. C'est vrai qu'il y a comme disaient les Pink Floyd, il y a une dark side de la technologie, c'est vrai, il y en aura toujours. Mais jamais on ne pourra perdre un avion comme le MH370 du Malaysian Airlines parce que tout sera filmé et on saura tout ce qui se passe à 1 mètre de résolution. Donc voilà, donc on saura que aujourd'hui nous sommes réunis dans cette conférence et on pourra avoir peut-être les photos de tous ceux qui ont accédé à l'université privée de Fès à 8h du matin, à 9h, et donc il n'y aura plus de personnes disparues, il n'y aura plus de kidnapping non élucidés, il n'y aura plus de crimes non élucidés. Voilà. Nanosatellites. Pardon? Ce que je disais, c'est le dark side de toute technologie. Quand on a inventé la voiture, on savait qu'il allait y avoir des accidents. Quand on a inventé le nucléaire, on savait qu'il y allait avoir du Tchernobyl. Ça, on vit avec. On trouvera les moyens pour donc justement contrer ce genre on va dire, de débordement. Mais ça va, de l'autre côté, résoudre un certain nombre de questions liées à de la recherche dans la médecine, pour anticiper tout ce qui est cyclone, pour anticiper des tremblements de terre, pour anticiper des volcans, etc., etc. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde meilleur. Vous savez que la longévité a doublé. L'espérance de vie, elle a doublé. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, l'espérance de vie a doublé. Le coût, le revenu, il a triplé. Sur les 100 dernières années, le revenu moyen a triplé. La mortalité infantile a été divisée par 10. Le coût de la nourriture a été divisé par 10. Le coût du transport a été divisé par 10. Le coût de l'électricité a été divisé par 100. Le coût de la télécommunication a été divisé par 1000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vit mieux que les rois, les empereurs, les bourgeois du 19e ou du 18e siècle. On n'en est pas conscient. C'est juste parce que on veut nous faire vivre dans une peur, on va dire, générale et généralisée. Je suis désolé, je vais être cru. Ce que Véhicule Chauffe TV, ou Hiba Press, ou Hess Press, de tous les mots
sur les Marocains, pas Marocains, monde, etc., c'est juste, en fait, ce qu'on appelle de la simulation de notre amygdale, hein, ce qu'on appelle les mygdila. Les mygdila, ils sont à la base d'un sentiment de peur parce que quand on a peur, on est plus intéressé au message, on veut regarder, on est plus impacté. Derrière, Chouf TV, elles vendent du clic à l'étranger et ça coûte plusieurs milliers de dollars. Croyez-moi, quand vous cliquez, quand ils ont du 40 000 vues sur leur vidéo qui passe un prof qui a été voilà, agressé, c'est que derrière eux, ils vendent le clic à l'étranger, pas même au Maroc, ils vendent le clic à l'étranger et ça coûte quelques dollars. Et si vous multipliez par 40 000 vues, ça fait plusieurs dollars. C'est la même chose que ce que fait Fox News hein, de Los Angeles. Ils sont aussi dans le même business et plusieurs supports médiatiques sont aussi sur ce business-là. Business dit le journalisme de trottoir, c'est ce genre de choses. Donc voilà, on vit mieux que ce qu'on était ou ce qu'on vivait il y a quelques centaines d'années. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui a un impact, et donc le phénomène d'abondance a un impact énorme dans tout ce qu'on appelle l'infinite computing. Et quand je parle de l'infinite computing, c'est tout ce qui est cloud, c'est tout ce qui est big data, c'est tout ce qui est open data, c'est tout ce qui est smart data, c'est tout ce qui est data à la base, donc justement de l'amélioration on va dire, de la consommation, de la qualité de vie, le fait d'apporter des solutions à de grandes problématiques comme ceux de la santé ou des maladies incurables, etc., etc. Alors, l'infinite computing, tout ce qui est sensors and networks, et donc là, je parle de tout ce qui est IoT, Internet of Things, et aujourd'hui, on parle d'Internet of Everything. Tout sera connecté demain. Aujourd'hui, on porte sur nous des capteurs. Hein, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de ces montres qui vont vous buzzer, enfin voilà, vous rappeler que vous n'avez pas fait votre heure de gym, de fitness journalier. Alors cette montre-là, demain, elle sera connectée à votre police d'assurance. Et vous pouvez gagner des dollars si jamais votre assurance, elle sait que vous êtes passé par votre heure, vous avez fait votre heure de gym tel que c'est planifié, et donc ça veut dire que vous allez baisser le risque de tomber malade, voilà, ou développer une maladie chronique. Alors les sensors, les robotics, on en a parlé, les imprimantes 3D, les imprimantes 4D, la biologie synthétique, la médecine digitale, etc., etc. Et sachez, en fait, avant de passer ce slide, sachez qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois que l'humanité vit 4 grands progrès techniques. Jamais l'humanité n'a été confrontée à 4 grands progrès techniques, ce qu'on appelle les NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour tout ce qui est révolution de l'information, et C pour tout ce qui est sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est les sciences du cerveau et c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Salah le disait au début de sa présentation, dans très peu de temps, on parle de 2035, on verra en fait la convergence de l'intelligence biologique et de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous avez des géants comme Google aujourd'hui. Pensez que Google, ils font quoi? Ils ont un browser peut-être? Non. Google, ils sont sur plein de sujets. Entre autres, dans tout ce qui peut rallonger la longévité, dans tout ce qui peut aider l'humain à vivre plus et à confronter toutes les problématiques d'aujourd'hui liées à la santé, à la famine et ce genre de choses. Kodak, on en a déjà parlé. Kodak n'a pas vu le train passer. Il l'a pris à son dépourvu. Kodak aujourd'hui a disparu au profit de certaines petites applications du style Instagram. Donc la market cap, la capitalisation, elle fait 37 milliards de dollars. En 2012, ils étaient 13 employés. Kodak faisait 28 milliards de dollars en 1996 pour 140 000 employés. Ils ont fait faillite en 2012 avec 17 000 employés. Ça, c'est un des domaines, un secteur d'activité qui a été fortement bouleversé, fortement disrupté. C'est parce qu'ils ont cru dans tout ce qui est photo, papier, photo, carton.
Je vais vous donner aussi un des exemples, on en parlait tout à l'heure avec Yasmina. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards d'habitants sur Terre qui ont l'accès à Internet. Demain, nous serons 5 milliards. Et c'est pour ça que Google, par exemple, parle de ce qu'on appelle les Rising Billions. Rising Billions, ce sont ces 3 milliards qui vont se rajouter. Grâce à quoi? Grâce au projet Google Loan et grâce à Facebook Drones qui sont en train de lancer de la technologie qui va permettre demain de connecter 3 autres milliards d'habitants sur Terre. Et donc, à terme, on parle de 2025, on sera 5 milliards à accéder à Internet. Ça paraît un chiffre juste qui passe comme ça. Derrière ce chiffre, il y a un changement incroyable dans le monde et dans la société où on vit. Parce que demain, aujourd'hui nous sommes 2 milliards, demain vont se rajouter ces 3 milliards qui vont avoir leur say, ils vont donner leurs avis, eux aussi. Ils auront leurs besoins, on va les découvrir, on va prendre compte de leurs avis, de ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent voyager, comment ils veulent étudier, etc., etc. Et donc demain, le marché planétaire fera 5 milliards. Et donc c'est un projet aussi qui est supporté par l'ONU, qui est donc justement de donner l'accès à tout individu sur Terre. Et donc c'est pour ça que c'est devenu un besoin, on va dire légitime, d'accéder à Internet. C'est devenu un besoin légitime. Alors, mon coup de cœur va à un équipement que tout à l'heure on a parlé de Peter Diamandis. Alors, Peter Diamandis, il est à la base, c'est le fondateur de ce qu'on appelle XPRIZE. Et XPRIZE, c'est quoi? L'idée, elle est incroyable. Ce bonhomme, il est parti chez un certain nombre de donateurs et il leur a dit, je veux créer un fonds doté de 10 millions de dollars. Alèche, c'est pour pousser un certain nombre d'équipes de recherche, médecins, informaticiens, etc., etc., pour qu'ils puissent nous inventer un équipement demain qui peut challenger une dizaine de médecins, de spécialistes. Demain, on va avoir une population qui n'a pas accès aux soins, là dispensaire, là hôpital, là. Une personne qui détient cet équipement-là dans son petit bureau et qui peut dépister un certain nombre de pathologies. Alors on parle de l'anémie, la fibrillation artérielle, tachyarrhythmie, leucocytose, hépatite A, tuberculose, infection urinaire, AVC, etc., etc. Une quinzaine de pathologies comme ça. Cet équipement, demain, il pourra aussi faire le dépistage du sida, de l'hypertension, de l'hypotension, du diabète, etc., etc. Alors, XPRIZE ont lancé cette compétition-là. Il y a eu 300 équipes dans le monde qui sont en train de concourir. Il y a des équipes qui ont été créées dans des universités. MIT a créé sa propre équipe pour concourir, donc justement, et aller chercher ce prix, 10 millions de dollars. Et vous voyez ce que demain va faire cet équipement chez certaines populations qui sont démunies, qui n'ont pas l'accès à donc justement à une couverture médicale. Demain, il y a certains endroits où il y a très peu, comparativement peut-être à la population, il y a très peu de personnel de santé médicale. Donc vous voyez ce que demain va faire ce genre d'équipement. Alors, là, je vais juste rebondir sur ce que disaient Yasmina et Salah. Et donc, voilà, en une slide, je vous propose de réfléchir dans ces 6 étapes, ce qu'on appelle les 6 D, qui vont vous mener vers la démocratisation d'un service donné. Vous avez tous peut-être vu, moi j'en ai vu, j'ai même fait plusieurs voyages, plusieurs trips avec les cartes, les cartes en papier, en carton. Quand je faisais ma traversée de l'Espagne ou de France en voiture, je me trimballais avec une carte qui fait 1 mètre sur 1 mètre que j'avais acheté dans la petite station de service à 7 € et qui me permettait en fait de trouver mon meilleur chemin pour faire Barcelone ou faire Paris en voiture. De jolis trips que j'avais fait tout au début de
voilà ma vie conjugale avec mon épouse, donc avec notre petite voiture, on a fait ce genre de choses. Et rappelez-vous une chose. Une fois que ces cartes-là ont été digitized, c'est-à-dire qu'on a pris ces cartes-là, on les a mis sur des supports CD-ROM. Et je me rappelle, dans d'autres voyages, je me tremballais avec mon laptop et mon CD Autoroute, Microsoft Autoroute, ou d'autres produits. Il fallait que je m'arrête dans des aires de repos pour chercher mon chemin. Donc à la place de la carte 1 mètre sur 1 mètre, j'utilisais mon laptop. Et puis j'étais très soucieux de mon laptop quand je m'arrêtais sur des aires de repos. J'avais peur qu'on me le pique parce que, bon, je vais sortir, je vais l'utiliser. Il y en a quelqu'un qui va me voir faire et peut-être le temps d'aller aller graber son sandwich, on pourrait me casser le truc et me piquer mon laptop. Alors, digitize, par la suite, toute technologie ou toute innovation passe par une phase de déception. C'est tous ceux qui ont dit que Uber, non, ça ne va pas marcher. Qui c'est qui va louer sa voiture? Qui c'est qui va monter avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'a pas de numéro, je ne le connais pas. Donc on passe d'une phase digitize à une phase déceptive. L'histoire aussi de mon laptop, c'est que je trouvais le truc pas très fun et pas très convivial, et donc j'ai laissé tomber l'utilisation de mon CD-ROM Microsoft Autoroute sur mon laptop. Et par la suite, le jour où nous avons utilisé les TomTom, Garmin, etc., donc les GPS, ça a disrupté la façon de trouver son chemin. C'est que sur son pare-brise, on avait le GPS et puis c'était génial. Cette phase-là nous a mené vers la dématérialisation. J'avais plus de cartes en carton, je n'avais plus de CD. Je suis passé à une phase de dématérialisation, donc justement du service. Et une fois qu'on a démonétisé, aujourd'hui, donc les TomTom et les Garmin qu'on achetait à 250 et à 300 euros, on les a mis sur des applications sur smartphones, on les a démonétisés, c'est devenu gratuit, on les a démocratisés. Et aujourd'hui, tout le monde a son Garmin et son TomTom sur son application. Ça peut être du Waze, ça peut être du Google, ça peut être whatever it is. Donc, ce sont les étapes, les différentes étapes par lesquelles passe toute technologie qu'on veut digitaliser et donc dématérialiser jusqu'à la démocratisation de la technologie de l'innovation. On arrive à la troisième préoccupation et donc les organisations exponentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une big recherche internationale, on est allé chercher quelles sont les caractéristiques et les attributs qui réunissent toutes les licornes dont a parlé Salah et toutes les big entreprises, les Uber. Je ne dis pas que demain on va créer une Uber au Maroc. Why not? Là. Mais qu'est-ce qui fait que, quel est on va dire, le dénominateur commun entre WhatsApp et Uber? Quel est le dénominateur commun entre GitHub et Quirky, hein, c'est des structures que vous ne connaissez pas, mais peut-être aujourd'hui à Silicon Valley, c'est des entreprises les plus valorisées sur Nasdaq. Nous sommes passés du produit physique à un produit quasi physique, puis à un produit qui est à base de l'information et à base de data. Et là déjà, c'est un business model qui a été complètement disrupté. Hein. Amazon qui fait peut-être de la distribution de bouquins, enfin on peut acheter des choses, des bouquins entre autres sur Amazon ou sur eBay, mais sachez que Amazon aujourd'hui, elles vont aussi du temps de traitement sur son serveur. Nous, DSI, nous informaticiens, je peux acheter une semaine d'utilisation sur un serveur doté d'un compilateur .NET ou C++ ou autre, ou Python ou R, chez Amazon. Donc vous voyez, elle a complètement changé son business model. Elle est allée chercher en fait des choses disruptives, des modèles disruptifs dans son activité. Alors la disruption, Peter Diamandis en parle et vous dit, aujourd'hui, une big entreprise, elle doit se préoccuper, pas de son concurrent. Hein? Walmart ne doit pas se préoccuper de son concurrent, mais peut-être de deux jeunes dans leur garage qui demain vont inventer ce que va vous disrupter et vous faire disparaître. C'est ce que dit Peter Diamandis. C'est plein d'enseignements. Il donne aussi
l'exemple de Chad Hurley. Chad Hurley, c'est le gars, le petit jeune, qui a créé, grâce à sa petite carte bancaire, YouTube. Et qui a pu le vendre, vendre YouTube à coût de millions, dizaines de millions de dollars à Google plus tard. Alors, doubling down. Donc, si on veut parler de l'exponential organization, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un truc. Seul, en 20 minutes, moi, seul, en 20 minutes, je ne peux faire qu'une présentation. Parce que sinon, je fatigue par la suite. Après une demi-heure, je fatigue. Si je veux en faire 4, il faudrait qu'on soit 4 à présenter. Pour soulever un siège, il faudrait qu'on soit 2 à soulever un siège, peut-être, s'il est lourd. Si on veut soulever 10 sièges, il faudrait qu'on multiplie, qu'on reste comme ça, linéaire, qu'on multiplie autant de main-d'œuvre que de livrables ou que de travaux à réaliser. C'est la vision linéaire. 1 plus 1 égale 2. Les entreprises exponentielles viennent avec un mindset disruptif. Et ils vous disent, soyons dans l'exponentiel. Pour moi, après le 2, il y a le 4. 2, 4, 8, 16, 32, etc. Si je fais 30 pas, j'arrive à la fin de la salle. Si je fais du doubling exponentiel, 30 pas, je fais 3,6 fois la distance Terre-Soleil. Si je fais 2, 4, 8, 16 et je le fais 30 fois, je fais 3,6 fois la distance Terre-Soleil. Vous allez comprendre, à travers cette équation-là, exponentielle, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Uber ou Airbnb aujourd'hui sont exponentiels. C'est parce qu'ils utilisent vos assets. Ils n'utilisent pas les assets à eux. Ils n'ont pas construit d'hôtel Airbnb. Si aujourd'hui Airbnb veut se développer sur Lyon, il n'a qu'à lancer un petite annonce, un petit call for rent sur Lyon, vous allez en avoir 36 000 personnes qui veulent louer leur chambre ou appartement, j'en sais rien, 36 000, j'exagère. Mais bon, une dizaine, 2 douzaines, j'en sais rien. Une centaine. Elle n'a rien construit Airbnb sur Lyon. Si ça se trouve, ils n'ont jamais mis les pieds à Lyon. Mais demain, ils peuvent avoir une offre à Lyon. Si Hayat Regency va avoir une offre à Lyon, ils vont se réveiller de bonne heure. Il faut se réveiller de bonne heure. Il faudrait qu'ils réunissent leur conseil d'administration, qu'ils valident le budget pour construire un hôtel. Et l'hôtel, ça va faire, je ne sais pas, c'est du stock de 120 chambres à équiper, etc. etc. Bah, Airbnb a un autre business model. Tout comme Uber. Donc, l'équation, elle est vers l'exponentielle. Et cette exponentielle-là a fait que les licornes d'il y a une vingtaine d'années, 1998, une vingtaine d'années, faisaient qu'une entreprise, pour qu'elle puisse atteindre le milliard de dollars de capitalisation, il lui fallait 20 ans. Pour qu'une entreprise puisse avoir 1 milliard de dollars de capitalisation, en moyenne, il lui faut 20 ans. Est-ce que vous connaissez le record d'aujourd'hui? Il est de combien de temps? Aujourd'hui, celle qui détient le record de la market cap $1 billion, c'est-à-dire que l'entreprise qui a fait en très peu de temps, qui a pu atteindre le 1 milliard de dollars. Slack, vous pouvez la télécharger. Slack est une entreprise qui, en bout de 8 mois, ont atteint 1 milliard de dollars. Slack, vous pouvez la télécharger. C'est tout bête. Quand vous allez la télécharger, vous allez l'utiliser, c'est tout bête. Ça permet de mettre en réseau comme ça un certain nombre d'utilisateurs, de se interchanger des documents, de constituer une knowledge base. Petite application. Si ça se trouve, 2-3 ingénieurs, peut-être MIT ou la San Francisco University, ils se sont réunis pour développer un truc. En 8 mois, ils ont atteint le 1 milliard de dollars. C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que vous voyez en fait cette courbe descendre. Voilà, donc, 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est au bout de quelques mois, on fait 1 milliard de dollars. Alors, j'en viens à la définition de ce qu'est une organisation exponentielle. Une organisation exponentielle, c'est une organisation, c'est une entreprise qui va faire 10 fois plus de performance que ses concurrents dans un secteur donné. Cas de Airbnb versus
Hyatt Regency, cas de Uber versus toutes les entreprises qui gèrent des taxis, etc., etc. Ils peuvent faire 10 fois plus de performance comparé à leurs entreprises qui leur font de la concurrence dans le même domaine, mais en ayant utilisé des leviers de développement technologique. Cas de Slack, c'est une application sur le net. Cas de Airbnb, c'est une application mobile, etc., etc., etc. Alors, j'en arrive aux caractéristiques des entreprises ou des organisations exponentielles. Et l'une des caractéristiques les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le MTP, Massive Transformative Purpose. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez un but énorme. Ce que disait Salah, go big or go home. Go big or go home. Dès le début, il faut avoir une visée énorme. Je vous disais Singularity University. Il vous dit, je veux atteindre 1 milliard d'habitants sur Terre au bout de 10 ans. C'est un rêve, mais c'est un rêve réaliste et ils vont travailler pour le réaliser. D'autres exemples de MTP, Google qui vous dit « Je veux classer l'information dans le monde ». C'est énorme. Si vous entendez ça, c'est énorme. Moi, j'ai de l'information sur mon PC, Google, ils n'y voient que du feu, ils n'ont pas accès à mon information. Mais demain, dans un méga réseau mondial et international, ils peuvent accéder à mon information, ils peuvent accéder à tous les manuscrits du monde qui ont été inventés depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que ces manuscrits vont être scannés, ils vont être textualisés, ils vont devenir intelligents, produire de la data, stocker quelque part, et donc Google y a accès. Et ils peuvent les classer. Voilà. Alors d'autres big entreprises, donc je vous laisse phosphorer et méditer sur les MTP de ces structures-là. Alors par la suite, nous avons 10 attributs et on va les parcourir rapidement parce que je sais qu'on a du retard. Alors, vous avez ce qu'on appelle les scales. Alors, les attributs, vous avez tout ce qui est scale et tout ce qui est IDs. Alors, scale, S comme staff on demand. Je vais vous donner comme ça des exemples, vous allez comprendre. Staff on demand. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand je veux ouvrir une banque, je ne sais pas, aujourd'hui à la mode, on parle ces banques participatives, produits islamiques, je suis obligé de me doter d'une centaine d'employés et de salariés. Hein, juste pour qu'ils remplissent le temps, juste pour que je puisse les occuper. Ce que disait un partenaire à McKinsey, c'est la façon, on va dire, la plus débile et stupide pour tuer l'innovation, c'est de mettre des gens dans des job descriptions, dans des fiches de poste. Vous recrutez un ingénieur qui a fait, je ne sais pas, 18 ans d'études, vous lui donnez sa fiche de poste, vous lui dites, votre box, c'est ça, votre boîte, je vous mets dans une boîte. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous faites du développement informatique, vous faites du Java. Vous ne ferez que ça. Et donc, j'ai tué 18 ans d'études, de la connaissance, des idées neuves, de l'innovation. Je la tue à travers cette job description, cette fiche de poste. Je le mets dans une boîte. Il va rester dans une boîte. Et le jour où il va vous proposer quelque chose, vous lui dites non, c'est pas ton job, c'est le job administrateur système, c'est lui qui gère les serveurs Linux. Toi, tu n'y connais rien. Toi, tu n'es qu'un développeur Java. Donc, la façon la plus débile pour tuer l'innovation, c'est justement de mettre des gens dans des boîtes. Alors, une entreprise XO, il vous dit staff on demand, je vais faire appel aux meilleures compétences quand j'en ai besoin. Pensez à ça le jour où vous allez vous voir. Je reviens toujours à mon premier call. Le jour où vous allez vouloir lancer votre start-up, votre entreprise, pensez à ça. Ne recrutez pas à tour de bras. Pensez à aller chercher des gens et des compétences quand vous en avez besoin. Deuxième caractéristique, c'est Community and Crowd. Community and Crowd, Linux a été développé grâce à la communauté. Plusieurs projets aujourd'hui naissent et se développent grâce à la communauté. Un des exemples les plus édifiants. Alors, Chris Anderson
est à la base en fait de la communauté DIY Drones. DIY, c'est Do It Yourself Drones. Et il a une communauté de 40 000 personnes. Et ces 40 000 personnes phosphorent sur la création, la fabrication d'un drone. Et vous vous imaginez qu'il a fabriqué le même drone que celui du Pentagone. Seule différence, c'est que le drone du DIY Drones de Chris Anderson, il fait 300 $. Celui du Pentagone, il fait 1 million de $. Donc, cherchez les idées, cherchez la communauté, donnez à la communauté, en fait, community and crowd. Donnez-leur l'idée, ils vont venir. Les algorithmes, on n'en dira jamais assez. Il nous faut toute une conférence pour parler de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. Mark Andreessen, si vous le connaissez, lui, c'est aussi un des grands pontes de l'IT à la Silicon Valley. Et lui, il vous dit, demain, tout sera à la base de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Demain, l'intelligence, elle est dans les algorithmes. Elle est dans l'intelligence artificielle qu'on va fabriquer. Il vous faut 30 ans pour faire un MBA, quelqu'un avec des compétences managériales, techniques, tout ce qu'on veut, un MBA. Il vous faut quelques heures dans une bonne équipe qui est bien formée pour développer un algorithme d'intelligence artificielle. Donc les algorithmes sont extrêmement importants. Tant qu'on peut automatiser les process et les algorithmes, allons sur l'algorithme, allons sur le software. Un aussi des exemples les plus édifiants, Tesla, ça a été cité tout à l'heure. Tesla n'est pas une voiture. Tesla est plus un ordinateur avec 4 roues qu'une voiture avec un ordinateur de bord. Tesla a eu un petit souci, petit pour eux, certes, mais un grand souci de sécurité. Un grand souci de sécurité, si ça était arrivé à Toyota ou à Renault, ils auraient rappelé des centaines de milliers de voitures. Tesla a eu un problème de sécurité, ils ont envoyé un patch aux gens qu'ils ont installé sur leur voiture. Donc vous voyez les milliards de dollars, les dizaines de millions de dollars qu'ils ont économisés. L'intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure, et donc life expectancy, donc la longévité. Vous voyez l'évolution de la longévité. Aujourd'hui, on en est à entre 70 et 75 ans au Maroc. En Europe et dans les pays les occidentaux, on en est à 82-85 ans. Si je vous dis demain, quand je dis demain, à horizon 2050, les gens vont commencer à regarder une longévité de 150 ans. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle the new normal. Même les 82, même les 70 ans, imaginez, je me pointe, je ne sais pas, je me pointe quelque part en l'an 500 et je dis aux gens, où la longévité était de 48 ans, et je dis aux gens que on va vous doubler votre longévité. Ils vont vous regarder avec des yeux grands comme ça, ils vont vous dire, t'as fumé ou t'as quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors qu'aujourd'hui, on en est à 70-75 ans, c'est normal. The new normal, dans 2050, on va commencer à parler de 130-140 ans. Google sont en train de travailler sur ça. Google sont en train d'euthanasier la mort. Faites de la recherche sur ce volet-là. Euthanasier la mort. Google veut tuer la mort. Ils sont en train donc d'opérer des changements sur le séquencement génétique, sur... on va dire, tous les brins de l'ADN qui sont à la base de certaines pathologies et certaines maladies génétiques, etc. Et donc, ils vont permettre d'augmenter la longévité. Elle, comme leveraging assets, c'est ce que fait Airbnb et Uber. Et donc, utiliser les assets des autres. Rent, don't own. Il faut louer. Il ne faut pas aller acheter ou posséder les actifs. Alors, engagement, c'est tout ce qui est fidélisation, c'est quand vous allez chercher votre client, vous lui donnez de l'engagement et il est capable de revenir vous chercher. Et donc là aussi, il faudrait travailler sur tout ce qui est engagement.
Donc, une fois que vous allez utiliser Uber, vous allez toujours utiliser Uber. Alors, les interfaces, interfaces, c'est parce qu'une entreprise, elle doit être connectée à son environnement. Et je vais vous donner un exemple de Jigwalk. C'est un exemple édifiant que je trouve génial. Imaginons que je suis Procter Gamble aux États-Unis. Donc, Procter Gamble, vous connaissez, c'est Gillette, c'est Pantene, c'est... Voilà, donc tous les produits d'aujourd'hui, c'est Pampers, c'est tous les produits qu'on utilise aujourd'hui. Big entreprise internationale qui vont, prenons l'exemple des États-Unis, l'un de ses plus grands clients, c'est Walmart. Donc Walmart, premier chiffre d'affaires dans le monde, plus grande entreprise dans le monde. Et moi, Procter Gamble, je veux bien voir où est-ce que mes produits ils sont achalandés. Comment est-ce qu'ils sont achalandés? Donc, sur quel rayon, sur quelle étagère, est-ce qu'ils sont bien positionnés, à côté, pas à côté du concurrent, etc., etc. Je dois faire quoi? Walmart, elle tapisse tout le territoire américain. Si je dois le faire, moi, Procter Gamble, il faudrait que j'engage une armée de gens pour aller vérifier, inspecter où est-ce que mes produits sont achalandés. Ben non. Jigwalk a développé une application. Les gens, ils peuvent la télécharger. Et ils reçoivent un message de Procter Gamble qui leur dit, chacun, dans son contrat, là où il habite, il a un Walmart à côté de lui. Quand vous allez faire vos courses le week-end, passez devant les produits, je ne sais pas, Gillette, prenez-le en photo, prenez le rayon en photo, envoyez-nous la photo sur la plateforme Jigwalk. La personne, elle gagne quelques dollars pour la photo qu'il va prendre et qu'elle va publier. Et Procter Gamble, elle économise des millions de dollars parce qu'il n'a pas eu à engager et à embaucher des milliers de gens qui vont visiteurs, des gens qui vont visiter, des visiteurs qui vont visiter les plantes Walmart. Incroyable. Donc, interfaces, donc faisons des interfaces comme ça pour linker tout ce qui est IDs par rapport à l'entreprise. Le gars qui veut, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de Lyon, le gars qui veut louer sa chambre, il faudrait que ça se fasse en quelques clics. J'ai une chambre disponible, je suis Lyon, je veux louer une chambre disponible, la mettre sur la plateforme Airbnb, il faudrait que ça se passe au bout de quelques clics. Si je dois envoyer un formulaire, attendre que je sois, qu'on me réponde, qu'on m'appelle au téléphone, qu'on me fasse un Skype, conf call, etc., qu'on négocie le prix, etc., entre-temps, il y a un train TGV qui est passé. Donc, il faut faciliter les process aux gens qui veulent adhérer donc justement à votre mission, à votre activité. Dashboards, ce sont les indicateurs. Vous avez tous entendu parler des indicateurs. Nous avons tous des indicateurs dans nos entreprises, sauf que les indicateurs d'une XO, d'une entreprise exponentielle, doivent être en temps réel. Doivent être complets. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à une entreprise, si vous avez des indicateurs, ils vont vous dire oui. Vous les sortez comment? Oui, donc il y a du manuel, il y a des choses qui passent par le système, il y a des choses qui sont sur le je ne sais quoi, sur papier, etc. Vous les sortez quand? J plus 20, mois d'après 20. Quand on clôture le mois, après on sort les indicateurs. Là, on n'est pas XO. Une XO, elle doit sortir ses indicateurs en temps réel. Tout est connecté, je sors mes chiffres, je sors ma satisfaction client, je sors mes process de production. Tous les indicateurs doivent être en temps réel. Donc, c'est ce qu'on appelle les OKR, donc Objective Key Results. Expérimentation, c'est la recherche et développement, et c'est mon dada parce que une entreprise qui ne se remet pas en question, qui n'établit pas de pont avec l'université, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, n'est pas dans la recherche et forcément, elle n'est pas dans l'innovation. Et aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose d'établir des ponts avec des labos de recherche et des universités et des écoles comme ça, pour justement leur permettre de phosphorer sur des questions qui nous préoccupent, dont on n'a pas le temps. Moi, entreprise, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la réflexion, je n'ai pas la compétence. Donc, je donne ça à l'université, eux, ils vont phosphorer
et donc me revenir avec des résultats. Et puis donc je prends ou je ne prends pas. Par la suite, c'est une question d'opportunité et de faisabilité. Et donc, Bill Gates, voilà, je prends au hasard, qui dit Success is a lousy teacher. Ça séduit les gens intelligents. Hein, ils pensent qu'ils ne peuvent jamais perdre. Hein, ils ne peuvent jamais échouer. Et donc, le succès est quelque chose de très, très, très mauvais parce qu'à force de croire en son succès parfait, suprême, on se dit que jamais on ne va échouer jusqu'au jour où on se casse la gueule et on ne peut plus faire marche arrière. Alors, avant-dernière caractéristique, l'autonomie, donnant de l'autonomie aux gens. Dans une entreprise XO, les gens, ils ont de l'autonomie pour innover, pour phosphorer, pour proposer des choses innovantes. Et le social, c'est que le social, il faudrait, à l'instar de ce qu'on fait sur Facebook, il faut qu'une entreprise XO ait son propre Facebook à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ça permet de parfaire la communication, d'interchanger, de s'échanger des documents, de phosphorer, de rester. Voilà, aujourd'hui, on utilise plus WhatsApp que le mailing. Pourquoi? Parce que WhatsApp est pratique, parce que c'est facile. Au bout de quelques clics et de quelques lettres, on est compris par l'autre. Le message, il parvient en temps réel. On clique dessus et donc on est informé. Alors que la messagerie, c'est encore lourd. La messagerie, elle est amenée à disparaître, donc au profit de ces outils-là. Je récapitule. Caractéristique d'une XO. Information accelerates everything. La data, elle est à la base de tout. L'information est à la base de toute innovation, de tout développement, de toute croissance. Drive to demonetization. Donc, il faut aller chercher, il faut disrupter son business model. WhatsApp, comme le disait Salah, vous ne payez rien, vous l'utilisez. Ils ont un autre business model. Disruption is the new norm. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la disruption, malgré qu'on est obligé de casser certaines choses pour en créer d'autres. Disruption est the new norm. Beware the experts. Alors ça, c'est extrêmement important. Faites très attention de celui qui va venir vous dicter le comment faire, hein, l'oracle. Hein, l'oracle, c'est la parole de Dieu. Celui qui va venir pour vous dire, voilà comment il faut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, à Silicon Valley, quand les gens postulent pour des postes, ils font exprès de supprimer la ligne PhD quand ils sont PhD. Ils enlèvent la ligne PhD. Parce qu'ils te disent, le PhD, il vient, il n'écoute pas. Il va te dicter comment faire. Et les gens, ils en ont marre de celui qui vient donner des conseils et de dire « c'est comme ça que ça va se passer ». Ben non, tu n'en sais rien. Parce que moi, je suis dans cette boîte depuis 20-25 ans et je suis plus calé que vous. Vous avez fait une petite recherche, manarfin. Tu ne viens pas me donner des leçons. Donc, beware the expert. Avec les qui disent que je suis expert, faites très attention. Il faudrait qu'il soit un peu plus... Ça ne s'applique pas sur ça, là. Death to the 5-year plan. Celui qui vient vous dire, roadmap, stratégie sur 5 ans. C'est mort, la stratégie sur 5 ans. Sur 5 ans, sur les 5 dernières années, moi, si je regarde mes convictions d'il y a 5 ans, dès le 2011 ou la 2012, c'est mort. Elles sont obsolètes. Death to the 5-year plan. Aujourd'hui, on est sur du court moyen terme, et si tu arrives à voir dans 2 ans, c'est déjà pas mal. Smaller beats bigger. Et donc, faisons tous quelque chose de... Vous avez vu, c'est dans le garage que Apple a été inventé, c'est dans un garage que Microsoft a été inventé, c'est 55 personnes, voire moins, qui ont fait WhatsApp, c'est quelques personnes qui ont fait Instagram, etc. etc. C'est ces idées innovantes small qui ont fait que c'est des géants aujourd'hui. Rent, don't own, n'achetez plus, n'investissez plus dans le mortier. On en parlait, n'investissez plus dans le mortier. Aujourd'hui, en 2025, vous allez avoir 5 milliards de personnes qui vont avoir accès à votre produit. Pourquoi est-ce que vous voulez vous triturer le ménage à aller acheter le meilleur emplacement de votre agence showroom Mohamed Khamis ou le Hassan Tani qui va vous coûter 10 millions de dirhams sur lequel vous allez être obligé d'hypothéquer votre je ne sais quoi. Rent, don't own. Utilisez les actifs des autres.
Trust Bit Control, Open Bits Close, ça c'est un message pour tout ce qui est régulation. On a vu ce qui s'est passé cette semaine sur les bitcoins, etc. Et donc, la régulation, elle va toujours suivre. L'innovation, elle aura toujours une longueur d'avance sur tout ce qui est régulation. Everything is measurable, donc mesurez tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous réalisez, vous innovez, peut être mesurable. Je termine avec... voilà. Oui, et donc lui, il vous dit, le nouveau ne sort pas de l'ancien. Uber n'a pas été créé par des taxi drivers. Airbnb n'a pas été créé par des détenteurs ou des propriétaires d'établissements hôteliers. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, lui fait de la concurrence jusqu'à le ruiner. C'est le new norm d'aujourd'hui. Et donc vous serez le new norm de demain avec un minimum d'innovation, d'idées en tête. Ne faites pas comme les autres. Si vous voulez lancer votre business, n'allez pas chercher le meilleur emplacement showroom sur Hazan 2 parce que ça va vous ruiner. Mais pensez à ce que vous pouvez mutualiser en réseau. Vous pouvez chercher chez l'autre. Vous pouvez capitaliser sur ce qui a été déjà fait. Et merci.